Welcome everyone. Bienvenue à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau direct. Je suis votre hôte Danny Young et nous avons une émission passionnante aujourd'hui. Vous savez, Donald Trump menace à nouveau la Russie. Il a réduit son soi-disant ultimatum de 50 jours pour que la Russie fasse la paix en Ukraine à peine 2 semaines. Cela intervient alors que l'Union européenne vient de subir un revers cuisant à la table des négociations commerciales et que l'Ukraine continue de perdre du terrain sur le champ de bataille dans un climat de trouble qui menace sans doute d'évincer Volodymyr Zelensky. En réalité, des responsables américains et britanniques discutent déjà de ce scénario en ce moment même. Mais qu'est-ce qui explique cette politique à la fois chaotique et apparemment figée des États-Unis sous Trump, vis de l'Ukraine, et quelle a été la réponse de la Russie? Petit indice, elle a été franchement dévastatrice. Pour discuter de tout cela, et bien plus encore, j'ai deux invités très spéciaux avec moi aujourd'hui, Patrick Henningsen de 21st Century Wire et l'analyste financier indépendant Alex Craner. Messieurs, merci infiniment de vous joindre à moi. Ravi d'être avec vous. Ravi d'être là aussi, Danny. Merci pour l'invitation. Bien sûr, avec plaisir. Oui. C'est la première fois que Alex est sur cette chaîne, mais ce ne sera sans doute pas la dernière. C'est donc vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux. Alors, on y va. Je voulais revenir sur le nouvel ultimatum, cette échéance révisée que Donald Trump a adressée à la Russie. Voici ce qu'il a déclaré lors de sa rencontre avec Keir Starmer. Je vais fixer une nouvelle échéance d'environ 10 ou 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'attendre. Aucune raison d'attendre. 50 jours, c'est long. Je veux être généreux, mais on ne voit tout simplement aucun progrès. Donc, après cette déclaration, messieurs, la Russie a réagi de plusieurs manières comme elle le fait généralement. D'abord, il y a eu une frappe massive, bien sûr soutenue par le président russe Vladimir Poutine. Le New York Times met en avant une prison attaquée à Kiev, une frappe qui a fait 6 morts, mais cela fait partie, comme le précise le journal, d'une vague de bombardements visant 73 villes et villages ukrainiens dans la soirée qui a suivi cet ultimatum. Il y a aussi Dmitri Medvedev qui a réagi. Il s'en est pris directement à Lindsey Graham. D'abord, je vais vous montrer la réponse de Graham, mais voici ce que Medvedev a déclaré. Trump joue au jeu des ultimatums avec la Russie. 50 jours ou 10. Il ferait bien de se rappeler deux choses. La Russie n'est ni Israël, ni même l'Iran. Chaque nouvel ultimatum est une menace et une étape vers la guerre, non pas avec l'Ukraine, mais avec son propre pays. Ne suivez pas la voie de Joe l'endormi. Et Lindsey Graham, eh bien, vous pouvez lire sa réponse vous-même, chers auditeurs. Mais le message principal, c'était « Allez à la table des négociations ». Et Medvedev a répondu « Vous ne pouvez pas imposer vos conditions à la Russie. Les négociations ne se termineront que lorsque tous les objectifs de l'opération militaire auront été atteints. » Alors Patrick, quelle est ta réaction à tous ces développements en tenant compte non seulement de la situation en Ukraine, mais aussi de la posture globale des États-Unis, vis de la Russie et du contexte mondial? That's the question, isn't it, Danny? The U.S.'s posture. C'est bien là la question, n'est-ce pas, Danny, la posture des États-Unis. Mais quelle posture, justement? C'est bien ça le problème. Je ne vois aucune véritable ligne. Je vois des revirements, des volte-face, de la confusion et franchement pas mal de désespoir, aussi bien du côté de l'Ukraine évidemment que de l'administration Trump. Toutes ces déclarations ambiguës, ces échéances floues, ces ultimatums, à force ça ne veut plus rien dire et je pense que c'est là que se trouve le vrai souci. Je ne vois pas de victoire politique pour Trump là-dedans. Mais il y a une victoire, clairement, pour certains intérêts bien installés. La seule victoire réelle, selon moi, c'est ce que les États-Unis traitent comme un plan B, faire durer le conflit. Continuer à vendre des armes, voir les actions des entreprises du secteur de la défense grimper en flèche en Europe comme aux États-Unis. Et c'est exactement ce qui se passe depuis plus d'1 an. Ça, oui, c'est une forme de victoire. Bien sûr, on ne peut pas l'admettre ouvertement, politiquement parlant, ça passerait mal, même pour un Trump, mais c'est ce qui est à l'œuvre. Et la victoire pour la Russie, c'est de continuer à progresser lentement mais sûrement sur le terrain,
Medvedev a raison. D'une manière ou d'une autre, la Russie ira jusqu'au bout pour défendre ses intérêts nationaux. Et rien ne montre que les États-Unis, l'Ukraine ou l'OTAN soient capables de l'en empêcher. Donc on en est là, dans un blocage, même s'il n'est pas officiellement reconnu. La Russie n'acceptera pas de conditions imposées unilatéralement, ni une reddition dictée par Trump. Il n'y a pas à ce stade de véritable discussion à Washington sur une sortie politique. Du point de vue russe, rien n'a fondamentalement changé depuis février 2022. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas si éloigné de l'accord initial d'Istanbul. Oui, bien sûr, les frontières ont évolué, l'Ukraine a perdu du terrain et elle en perdra sûrement encore davantage si cette guerre continue. Pour l'Ukraine, l'enjeu maintenant, c'est de limiter les pertes, mais ça reste politiquement impossible tant que Zelensky est encore en place. Alors, la vraie question, Dany, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois ces 50 jours ou ces 10 à 12 jours écoulés? Une nouvelle attaque surprise, comme l'opération Galantrée qui visait la dissuasion nucléaire russe lors du dernier blocage? Un changement de régime? Zelensky remplacé par quelqu'un d'autre? Ou simplement la continuation d'un simulacre de négociation? Pendant ce temps, les intérêts en place continuent leur propre partie. La Russie suit son plan. L'Occident poursuit son jeu financier. Le reste, c'est du théâtre politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer après 10 ou 12 jours? Alex, même question pour toi. I agree generally. Eh bien, je suis globalement d'accord avec tout ce que Patrick vient de dire. Ce qu'il est vraiment important de garder en tête, c'est qu'on assiste à un affrontement entre deux systèmes. Et cela fait du conflit en Ukraine, le même conflit qu'on voit au Moyen-Orient, et sans doute celui qui éclatera avec la Chine dans un futur proche. La logique de ce conflit est telle qu'on ne peut pas rester neutre. Il faut être d'un côté ou de l'autre. Et ces deux camps, ces deux systèmes de gouvernance, ce sont le système occidental oligarchique, néocolonial, impérialiste face à, disons, le reste du monde. Et aujourd'hui, il y a des puissances qui sont prêtes et capables de résister au diktat de l'Empire. Ces puissances, ce sont avant tout la Russie, la Chine et aussi l'Iran. Donc la vraie question, c'est de quel côté l'administration Trump s'est-elle positionnée dans ce conflit? Et ma conclusion, en me basant sur les 6 derniers mois, c'est que Trump a, en réalité, pris position contre l'Empire. Très souvent, Trump fait des déclarations qui relèvent surtout, selon moi, de la communication politique. Il s'adresse à des publics ciblés. Et là, il est au Royaume-Uni, qui est sans doute la partie la plus ouvertement belliciste dans le conflit en Ukraine. L'Empire occidental actuel a encore son quartier général dans la City de Londres. C'est toujours son centre stratégique, son cœur spirituel, en quelque sorte. Les États-Unis, eux, ont été la force militaire et financière de cet empire. Et je pense que Trump a tenté de manière cohérente de sortir les États-Unis de ce rôle impérial. Mais c'est une tâche extrêmement difficile parce que les groupes qui ont le plus profité du fait que les États-Unis soient le bras armé de l'Empire sont aussi les groupes les plus puissants du pays. Ce qui signifie le cartel bancaire, le complexe militaro-industriel et d'autres grands intérêts. Donc, vous voyez, il est à Londres, il rencontre Keir Starmer. Il doit leur donner l'illusion qu'il est toujours prêt à jouer le rôle traditionnel des États-Unis, mais je pense qu'en réalité, il n'a aucune intention de continuer dans cette voie. Si on revient au début de son mandat, même avant son investiture, Marco Rubio disait déjà que l'ordre d'après-guerre était plus qu'obsolète. Il affirmait même que cet ordre avait été retourné contre les États-Unis et que la nouvelle réalité, ce sont les intégrations multipolaires. Aujourd'hui, il semble clair que l'administration Trump a choisi cette voie multipolaire. Mais là où j'ai des réserves, c'est que Trump étant ce qu'il est, il n'acceptera jamais d'entrer dans ce système comme un simple partenaire égal. Il ne va pas dire « très bien, maintenant on va faire alliance avec la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran ». Non, il va sûrement essayer de détourner le projet à son avantage, saboter l'élan des BRICS et créer sa propre version d'un ordre multipolaire. C'est pour cela que je ne prends pas ces ultimatums au sérieux. Lui donner 10 jours ou 50 à ce stade, ça n'a aucune valeur concrète. Souvenons-nous que la seule façon dont il pourrait réellement changer la donne en Ukraine, et encore, même cela ne suffirait pas, ce serait si les États-Unis offraient à Kiev une garantie de sécurité solide, bétonnée, et Trump ne fera jamais ça. Donc, tout le reste, c'est du positionnement stratégique, de la posture, des messages pour les médias. Rien de plus. À mon avis, il faudra encore du temps avant qu'on comprenne quelles sont ses véritables intentions. Patrick,
Comment tu vois les choses alors? Parce que d'un côté, tu sais, Alex dit qu'il y a des raisons de penser que Trump essaie de bricoler une nouvelle posture pour les États-Unis. Et en même temps, les résultats, eux, donnent l'impression que le conflit suit exactement la même trajectoire que sous l'administration Biden. Donc, quelle est ton analyse là, dessus, et quelle serait ta réponse à ce qu'Alex vient de dire? Yeah, I mean, I reported on. Oui, je veux dire, j'ai couvert Marco Rubio à l'époque. Je crois que c'était pendant une interview avec Megyn Kelly, en fait, où il avait parlé du monde multipolaire. Et je pense que ça se passait tout au début, dans les premiers jours de l'administration. Et c'est la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un de l'équipe Trump évoquer ce genre de sujet. Donc, même si c'est documenté et que beaucoup d'entre nous l'ont rapporté à l'époque, et franchement, j'étais très heureux de l'entendre tout ce qui a suivi, c'est un discours complètement unipolaire, venant de l'administration. Et sincèrement, je ne sais pas s'il existe un plan secret, mais ce que le monde entier voit, c'est que les États-Unis agissent plus que jamais comme une puissance unipolaire. Parce que même les administrations précédentes, y compris les néoconservateurs, jusqu'à un certain point, jouaient encore le jeu du système international. Ce système repose sur des règles, d'accord? Certes, ce sont les États-Unis qui ont établi beaucoup de ces règles, mais leurs alliés les ont adoptées aussi à travers le XEPT et d'autres structures de coordination au fil du temps. Le commerce, les relations internationales, les traités, tout ça fonctionne à l'intérieur de ce cadre. Le problème avec Trump, c'est qu'on a énormément de mal à identifier une quelconque adhésion claire à ce cadre. C'est une sorte de diplomatie improvisée, une forme d'intimidation, parfois même une logique de raquette à l'échelle internationale. Prenons un exemple. Trump construit un terrain de golf à Miami. Il doit gérer les syndicats, le comité local d'urbanisme, le gouverneur, tout ça. Il ne peut pas rassembler tout le monde pour lancer le projet, puis se retirer au beau milieu, et ensuite menacer de faire sauter la mairie. Mais c'est à peu près ce que font les États-Unis dans leurs relations internationales aujourd'hui. Et à partir de là, tout s'écroule. Il ne peut plus y avoir d'accord si vous êtes incapable de vous engager ou de respecter les termes qu'on a convenus, comme dans le monde des affaires, comme dans nos sociétés avec les lois. Évidemment, les États-Unis violant déjà largement ces règles, le droit international n'est plus qu'une façade, les normes aussi, mais on en a quand même besoin, ne serait-ce que pour sauver les apparences, pour faire croire qu'il existe un ordre, pour que les gens puissent encore coopérer, avancer, désamorcer un conflit, faire une pause ou reconstruire. À mon avis, les États-Unis sont en train de tout démolir à coups de boule de démolition, et en un temps record. Oui, ça a commencé sous l'administration Biden, c'est vrai, mais les 6 derniers mois de l'administration Trump ne valent pas beaucoup mieux. Et si on regarde les 3 grandes zones de tension, on a l'Ukraine, l'Iran et Gaza au Moyen-Orient. Sur chacun de ces fronts, la diplomatie américaine a échoué. Et si on ajoute à ça les droits de douane mondiaux, on parle alors de 4 points chauds géopolitiques majeurs. Et selon moi, les États-Unis ont échoué sur les 4 fronts au détriment de leurs propres intérêts. Sur le plan économique, avec les guerres tarifaires, ils détournent même l'usage des droits de douane. Ils les transforment en outils de sanction, une nouvelle forme de coercition économique. Ce qui est incroyable, c'est que maintenant, après seulement 10 ou 12 jours, Trump menace d'imposer des droits de douane à 100% contre tout pays qui oserait commercer avec la Russie comme une forme de sanction secondaire. Mais ça n'arrivera pas. C'est impossible, tout simplement parce que c'est lui, ce président, qui a été élu sur la promesse inverse. Beaucoup d'entre nous ont voté pour lui parce qu'il affirmait qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Alors passer de « je mets fin à la guerre » à « je lance une guerre économique mondiale », c'est un revirement complet. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Les sanctions ou les droits de douane militarisés, ce sont des moyens de pression contre vos propres alliés. On ne peut pas s'en prendre à la Chine, à l'Inde ou à l'Europe comme si de rien n'était. L'Europe, aujourd'hui encore, commerce avec la Russie. Elle continue d'acheter de l'énergie pour des milliards, de l'uranium entre autres. Donc non, ce scénario ne tiendra pas. Alors où va-t-on avec tout ça? C'est bien ça, le vrai problème. À force de multiplier les déclarations contradictoires, est-ce que les gens vont finir par ne plus écouter du tout ce que disent les États-Unis? Du genre, c'est juste ce que Trump a dit cette semaine, il dira autre chose la semaine prochaine. Je pense que la plupart des dirigeants vont simplement faire semblant de l'écouter, lui dire ce qu'il veut entendre, acquiescer et ensuite espérer que ça passe. Mais honnêtement, je ne crois pas que ça tiendra. Et ça inclut les grands accords commerciaux et économiques. Prenons ce voyage au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite et au Qatar. On parle d'investissements directs de plusieurs milliers de milliards de dollars aux États-Unis. Ça n'arrivera pas.
Mais en termes de communication, c'était un gros coup. Fox News s'en est emparé avec enthousiasme. Et cette semaine encore, avec l'annonce autour de Vendérion, même mécanique, promesse d'investissement européen massif aux États-Unis. Mais l'Europe n'a pas cet argent. Elle ne peut pas injecter 700 milliards de dollars dans l'économie américaine. L'Europe peine déjà à ne pas s'effondrer. Pour financer son réarmement, il doit avoir recours à des déficits massifs, à de nouvelles coupes, à l'austérité, tout cela pour se préparer à une seconde guerre mondiale, façon de parler. Mais elle n'a ni les moyens, ni l'espace budgétaire pour soutenir les États-Unis. Alors de quoi parle vraiment Trump? Voilà la vraie question. Quelle part de tout cela relève du spectacle, du marketing, de la mise en scène politique et quelle part repose sur du concret? Quelles sont les vraies orientations politiques? Qu'est-ce qui va vraiment changer au-delà des slogans? C'est ça la grande question. Oui. Et Alex, la Russie, elle, a fait preuve d'une remarquable lucidité tout au long de ce processus. Voici ce qu'a déclaré Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, lors d'un forum récent. Je vais lire la citation, c'est en russe, mais elle était sous-titrée « Nous avons beaucoup de choses à faire. La principale, bien sûr, est de vaincre l'ennemi. Pour la première fois dans toute l'histoire de la Russie, elle combat seule contre tout l'Occident. » Ce sont des mots très forts et, Alex, la Russie continue d'avancer de manière massive sur le champ de bataille. C'est un média ukrainien, Ukrainska Pravda, qui rapporte que la Russie est en train de réussir un encerclement partiel dans l'oblast de Donetsk et qu'on serait à quelques semaines seulement de sa chute. Ce serait une défaite majeure pour l'Ukraine. Alors Alex, quelle est ta lecture de la réponse russe à tout ça? Parce qu'on comprend bien ici comment Trump est perçu aux États-Unis et plus largement comment se comporte l'Occident collectif. Mais du côté russe, quelle est la réaction? Well, Russia is doing what it's doing because it is existential for them. Eh bien, la Russie agit comme elle le fait parce que pour elle, c'est une question existentielle. Quand je parle des puissances occidentales, je pense à la France, à la Pologne, à la Lituanie, à la Suède, à l'Allemagne, à l'Ukraine. Mais la véritable force derrière tout ça, ce sont les banques. Ce sont elles qui financent toutes ces guerres. Et cela fait plus de 300 ans qu'on s'en prend à la Russie. Il est clair qu'ils ne s'arrêteront jamais. Donc, pour les Russes, la conclusion est simple. Ils doivent éliminer la menace à la racine, supprimer les points de vulnérabilité, les dangers qui pèsent sur leur sécurité nationale. Ce que font les Russes a du sens. Et la manière dont ils font est extrêmement mesurée. À chaque étape, ils ont donné sa chance à la paix. Souvenons-nous. 4 jours seulement après le début de l'opération militaire spéciale, ils ont engagé des négociations. Je pense que l'histoire jugera la Russie avec une certaine bienveillance, dans la mesure où ses actions sont compréhensibles, cohérentes. C'est très différent de l'Occident, qui semble animé par une obsession fanatique. Détruire la Russie, la démanteler, imposer un changement de régime et transformer sa population en simple force de travail au service des intérêts financiers occidentaux. Tout cela pour permettre aux grandes entreprises et aux banques occidentales d'exploiter ces ressources au profit exclusif de leur système. Honnêtement, je doute qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe en ne se basant que sur les déclarations publiques, qu'elles soient russes ou américaines. Je pense qu'ils masquent tous leurs véritables intentions. Quant à Trump, c'est pas seulement une affaire des 6 derniers mois. Depuis qu'il est entré en politique, il a toujours affirmé vouloir sortir les États-Unis de leur rôle impérial pour les ramener à ce qui fait leur fondement républicain. On l'a vu pendant sa première administration et ça s'est pas très bien passé. Il a été pratiquement saboté dès le départ et le Russiagate l'a complètement écrasé. Donc j'ai vraiment du mal à croire qu'il ait subitement changé de cap en janvier et qu'il ait décidé de replacer les États-Unis aux commandes de l'ordre mondial unipolaire. J'ai du mal à adhérer à cette idée. Et si c'était vraiment son intention, alors pourquoi toute cette immense, gigantesque, complexe mise en scène depuis le début? Parce qu'il faisait déjà face à des vents contraires extrêmement puissants rien que pour entrer à la Maison-Blanche. Il aurait tout aussi bien pu dire « Eh bien, business as usual. On va continuer exactement comme Bush Jr., Obama, Biden, Clinton et tous les autres. » Et là, il n'aurait rencontré aucune opposition, aucun procès en destitution, rien de tout ça. Cette nouvelle camaraderie avec Keir Starmer, j'y crois pas une seconde non plus, parce que, revenons au Russagaï, toute cette affaire a été montée de toutes pièces par les services de renseignement britanniques. Et je sais avec certitude que Trump en est parfaitement conscient, et qu'il sait que les Britanniques ont tout fait pour empêcher son accession à la présidence. Keir Starmer lui-même
a envoyé une centaine d'agents du parti travailliste dans les dernières phases de l'élection pour essayer de faire basculer les États clés du côté de Kamala Harris. Le mentor politique de Keir Starmer, c'était Tony Blair. Et Tony Blair était aussi le mentor politique de Barack Obama. Et n'oublions pas, qui a fabriqué le dossier du Russiagate? C'est Christopher Steele, cet ancien agent du MI6. Christopher Steele a poursuivi Donald Trump en justice à Londres. Et en avril de cette année, il a obtenu une condamnation à 685 000 livres contre lui. Ça, on n'en parle presque jamais. Mais croire que Trump serait soudainement devenu aveugle à tout ça et qu'il traiterait maintenant le cabinet de Keir Starmer comme des amis, des partenaires, des alliés, je n'arrive pas à concilier ça avec ce que je sais de lui. Je pense que y a une énorme part de manipulation et, disons, de manœuvre stratégique en jeu ici, et que cela prendra du temps avant qu'on comprenne vraiment. Mais il a aussi déclaré à de nombreuses reprises, vraiment très souvent, qu'il faisait confiance à Vladimir Poutine. Donc je me demande s'il n'y a pas toujours des communications et une forme de coopération entre la Russie et les États-Unis qui se poursuivent en coulisses, et que toutes ces déclarations publiques ne sont faites que pour la consommation de leurs électorats respectifs. Et je ne parle pas forcément de l'électeur moyen, je parle sans doute plutôt du complexe militaro-industriel, des services de renseignement, de l'État profond, et de tous ces gens qui, tu vois, espèrent encore, d'une manière ou d'une autre, comme disent les Britanniques, inonder la zone autour de Trump pour le faire revenir dans leur camp. Donc, en général, je me méfie beaucoup de toutes ces déclarations publiques, parce que je vois pas Trump faire volte-face sur des convictions qu'il tient depuis longtemps, tu sais, le retour à l'esprit de 1766, faire des États-Unis une puissance industrielle, ce qui est sûrement sa motivation principale derrière cette stratégie de droit de douane imposée comme un boulet de canon. Et donc, j'essaie de connecter les points sous la surface, au-delà des apparences, pour tenter de comprendre ce qui se passe réellement. Et maintenant, si c'est vrai qu'il se prépare à remplacer Zelensky par Zaloujny, je vais dire ça en prenant un vrai risque, mais je suis cette histoire depuis que Zaloujny a disparu pendant 2 semaines en Ukraine. Tu te souviens? Il a juste disparu. Je pense que les Britanniques tombent dans un piège, et je crois que si Zaloujny prend le pouvoir en Ukraine, l'Occident va perdre l'Ukraine, et l'Ukraine va se réorienter vers la sphère d'influence russe. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Patrick, Alex posait une question plus tôt. Pourquoi toute cette mise en scène du côté de Trump s'il voulait simplement rester dans le camp unipolaire? Je veux absolument connaître ton avis là, dessus et aussi sur ces déclarations publiques. D'un côté, elles deviennent de plus en plus, tonitruantes, menaçantes, jusqu'à entendre un général américain, Chris Donahue, affirmer littéralement que l'OTAN allait prendre Leningrad si cette guerre escalade dans la direction qu'ils anticipent, à savoir que Vladimir Poutine et la Russie vont, prendre l'Ukraine et au-delà. Donc, quelle est ta réponse à cette question, sachant qu'il y a beaucoup de déclarations, mais aussi beaucoup de choses qui se passent en parallèle? Par exemple, ce dernier accord commercial avec l'Union européenne qui ne présente pas seulement un déséquilibre tarifaire monstrueux, mais inclut aussi la promesse que l'Union européenne achètera des armes américaines pour poursuivre le conflit. Qu'en penses-tu? Well, I mean, look, Eh bien, écoute, je ne vois pas ça tellement comme une manipulation, mais plutôt comme du théâtre politique, ce qui n'est pas nouveau. Tous les politiciens de l'histoire, toutes les administrations font du théâtre politique. Je pense juste qu'avec l'administration Trump, il y en a davantage. Et aussi, il gère la politique étrangère depuis, un compte de réseau social, en gros, Truth Social et X, anciennement Twitter, et c'est complètement hors norme. Ça ne fonctionnera sûrement pas
Il n'y a rien qui ancre vraiment ces déclarations, rien de cohérent, rien qui suive un processus défini ou quelque chose de ce genre. Ce ne sont que des propos jetables, des trucs qu'on balance comme ça. Je ne prends pas ça très au sérieux, mais d'autres pays, eux, peuvent le prendre au sérieux. Nous, dans le monde des analyses, bien sûr, on est très cynique et sceptique, peu importe de qui on parle, mais les autres pays se demandent: est-ce que je peux faire des affaires avec les États-Unis? Est-ce que je peux avoir un partenariat sérieux avec eux? Sont-ils capables de respecter un accord? Et Sergueï Lavrov l'a dit il y a des années, les États-Unis ne sont plus capables de respecter un accord. Ça inclut Joe Biden. Donc je pense que c'est un problème systémique aux États-Unis. Le pays a perdu sa place dans le monde. Il est aussi en train de perdre le respect de bon nombre de ses alliés. Donc, vu sous cet angle, tout ce que Trump a pu dire pendant sa campagne, aussi séduisant que cela puisse paraître, ce ne sont que des paroles. Parce que pour que ces choses arrivent, tu sais, et chaque président fait ça, tous les présidents américains que j'ai vus depuis George W. Bush ont mené campagne sur une plateforme anti-guerre, sans construction de nation, et ils ont gagné. Ceux qui ont adopté cette position ont gagné. George W. Bush a battu Al Gore sur cette base, d'accord? Pas de nouvelle construction de nation, etc. Et regardez ce qui est arrivé avec George W. Bush. Barack Obama est arrivé président de la paix dès le premier jour. Je vais mettre fin à la guerre en Irak, bien sûr. Et il a gagné, il a obtenu le vote anti-guerre. Il a eu le Wisconsin, le nord du Wisconsin, le Michigan. Il a eu les puritains, il a eu les Norvégiens américains, tous ces comtés clés, indicateurs. Il a remporté ces régions et est devenu président en 2008. Mais qu'est-il arrivé pendant les 2 mandats d'Obama? Eh bien, quelque chose de tout à fait différent. Donald Trump a fait campagne sur une plateforme de paix en 2006 et il a déclenché de nouvelles guerres pendant son premier mandat. Il s'est aussi engagé dans des guerres existantes. Donc il a envoyé des troupes au sol en Syrie et il a en gros poussé les accords d'Abraham, ce qui a conduit au 7 octobre. Et il a poursuivi l'absolu fiasco au Yémen pour commencer. Il a fourni des armes offensives à l'Ukraine et a vraiment intensifié les conditions pour ce qui allait finalement se passer en février 2022. Joe Biden a fait campagne un peu comme une alternative stable à un Trump instable et c'est pas ce qui s'est passé. Joe Biden a été un désastre, l'un des pires présidents de l'histoire américaine. Mais le problème, c'est que Donald Trump le suit sur le plan des politiques. C'est comme si Donald Trump avait hérité d'un portefeuille de Joe Biden quasiment impossible à réparer, d'accord? La seule façon de sortir de certaines de ces situations ou de les améliorer serait de faire un virage à 180 degrés et d'encaisser toutes les critiques politiques qui vont avec. C'est pas un président prêt à faire ça. Il n'est pas prêt à s'opposer sérieusement au lobby israélien. Il a laissé ce lobby nommer chaque membre de son cabinet, lié à la sécurité nationale ou à la politique étrangère. Howard Lutnick et Jared Kushner ont présidé ce processus de présélection des membres du cabinet et tout le monde est pro-Israël à fond, ce qui signifie qu'ils ne se souciaient pas vraiment et qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour aider à alléger la situation en Ukraine. Et la structure pyramidale de prise de décision de Donald Trump qu'il aime utiliser pour tout micromanager en tant que chef exécutif signifie qu'on ne peut pas avoir quelqu'un dans l'équipe qui pourrait intellectuellement le supplanter sérieusement. Donc tu as toute une bande comme des poseurs des réseaux sociaux et Pete Hoekstra, un animateur du week-end sur Fox News, dont le plus haut grade militaire a été celui de major dans l'armée américaine et qui était réserviste du Minnesota ou quelque chose comme ça. Sa plus grande gloire était qu'il était à Guantanamo, s'occupant de bergers de chèvres et de chauffeurs de taxi. Je suppose qu'il a fait un tour en Afghanistan et en Irak, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut diriger un monstre de défense globale d'1 trillion de dollars, je suis désolée. Il y a 100 généraux plus qualifié que Pete Hoekstra. Pourquoi a-t-il été choisi? Parce que le lobby israélien a dit « nous le voulons » et Trump l'a vu à la télé sur Fox. Donc tout s'est assemblé par hasard. Mais la réalité, c'est que l'État profond en Grande-Bretagne, l'État profond américain et le complexe des Five Eyes sont tellement mêlés, d'accord? Tu peux pas les séparer. Trump peut dire des choses politiquement inconfortables contre les Britanniques, mais au final, tu ne peux pas séparer ces deux pays, leurs établissements et institutions. Tu ne peux pas séparer Wall Street de la City de Londres. Tu ne peux pas séparer le MI6 et le GCHQ de la NSA et de la CIA. Ça n'arrivera tout simplement pas. Et non seulement cela, ils partagent une dissuasion nucléaire, d'accord? C'est pareil avec Israël. Il n'y a aucun moyen que les États-Unis disciplinent Israël. La France ne peut pas discipliner Israël parce qu'Israël possède un arsenal nucléaire obtenu de la France et des États-Unis. Ils couvrent politiquement cette entité qui piétine la région depuis si longtemps, d'ailleurs en leur nom, parce qu'Israël fait leur travail géopolitique dans ce qu'on appelle le grand jeu 2.
Mais autre chose, les États-Unis investissent massivement dans l'armement de l'Arctique et la construction de 47 nouvelles bases militaires en Norvège, Suède, Finlande et Danemark. La Scandinavie est la région où l'empreinte militaire américaine s'étend le plus dans le monde. Quand ce sera terminé, elle sera aussi grande, voire plus grande que celle au Moyen-Orient en termes de présence militaire américaine. Donc tous ces discours sur l'OTAN qui serait ceci ou cela, ou même devenu obsolète, c'est pas là que l'argent est investi. L'argent dit non, l'OTAN n'est pas obsolète, elle s'étend. Peu importe ce que dira un président américain pour faire changer ce Titanic de cap, honnêtement, je ne crois pas que ce soit possible. Ils arment l'Arctique, ils y sont engagés, la Grande-Bretagne aussi, ainsi que les principaux pays de l'OTAN. Comme Alex l'a dit, le capital mondial soutient cela. Donc c'est quelque chose de très difficile à changer. Il faudrait un politicien impopulaire pour faire une brèche, ou quelqu'un de très stratégique. Et qu'est-ce que Donald Trump peut faire en 3 ans ? La seule chose qui pourrait éventuellement être positive, c'est que s'il crée un tel chaos en 3 ans, il prépare le terrain pour le prochain président qui arrivera, pour paraître raisonnable et revenir sur certaines choses folles. Donc dans ce cas, Trump pourrait être positif à long terme, d'un point de vue relativement optimiste, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je vois ce qui se passe sur le terrain et il ne semble rien changer significativement. En fait, ça empire même dans certaines zones. Donc oui, je suis d'accord avec Alex sur ce point. On ne peut pas vraiment faire confiance ou croire quoi que ce soit qui est dit publiquement. Oui, et tu sais, je veux vraiment qu'on parle de la situation en Asie de l'Ouest, Gaza, etc. un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, Alex, tu disais quelque chose plus tôt, et je t'ai entendu le dire à plusieurs reprises que le monde devient multipolaire, et qu'il n'y a aucun doute là, dessus, et je pense que l'une des choses intéressantes concernant ce qui se passe avec les États-Unis et l'Occident, et la manière dont ils gèrent le conflit ukrainien, c'est qu'on a presque l'impression d'une reconnaissance implicite que les choses s'effondrent. Et ça se voit de tellement de manières, je veux dire, on a vu ça, je suis sûr que vous avez suivi ce terrible accord commercial que l'Union européenne vient tout juste de signer avec Donald Trump. Et voici comment Ursula von der Leyen a décrit l'expérience, ce qui illustre parfaitement la véritable chute que l'Europe a subie. Non, c'était très difficile parce que nous sommes partis de très très loin les uns des autres. C'était dur, mais c'était dur. Et donc à juste titre, vous avez vu la tension au début. Donc nous avons dû travailler dur pour parvenir à une position commune. Et jusqu'à la toute fin, comme toujours dans les négociations, vous ne savez pas si vous allez trouver le point d'atterrissage, la zone d'atterrissage à la toute fin, ou si ça va s'écraser. Donc, Alex et Patrick, un accord juste ici, c'est l'Union européenne n'obtient rien et les États-Unis raflent tout. Même ce que l'Union européenne avait promis, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas le garantir. Ils promettent plus d'1 billion de dollars d'investissement aux États-Unis, dont 600 milliards provenant principalement du secteur privé, ce qui signifie que ce ne sera même pas contrôlable par les États. Et puis, il y a la situation avec Zelensky, Alex, que tu as aussi souligné. Zelensky fait face à d'énormes manifestations de sa propre base, après avoir tenté de prendre le contrôle du NABU, cette soi-disant agence anticorruption ukrainienne. Il a essayé de faire passer une loi, et elle a été immédiatement annulée, sous la pression des protestations. Mais maintenant, on parle de Zaloujny, de Boudanov et d'autres figures qui pourraient sans doute remplacer Zelensky. Donc, tout semble s'effondrer, Alex. Je suis curieux de savoir comment tu vois ça orienter la trajectoire politique dont on parle depuis tout à l'heure. Oh, tu es en sourdine. C'est très difficile de bon. C'est très difficile d'imaginer que la Russie ne va pas gagner sa guerre en Ukraine. Franchement, c'est quasiment fini. Pour les puissances occidentales, ce qui est maintenant crucial, c'est de préserver l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, ce qui signifie empêcher la Russie de prendre Odessa et le reste du littoral, et de s'assurer que le gouvernement à Kiev, quel qu'il soit Zelensky, Zaloujny, Porochenko, peu importe, reste aligné avec l'Occident. Ensuite, ces puissances vont se regrouper et chercher à lancer de nouvelles offensives contre la Russie par tous les moyens possibles. Ça peut être du terrorisme, des opérations de sabotage, ou même des guerres hybrides comme des campagnes d'opium, toutes les stratégies possibles pour affaiblir la Russie et provoquer un changement de régime.
En gros, remplacer Poutine par un nouveau Boris Eltsine, c'est ça l'objectif. Pour y parvenir, ils doivent garder le contrôle sur le pouvoir à Kiev et surtout garder Odessa. Du côté russe, l'objectif est exactement l'inverse, sauf qu'ils n'ont pas besoin de prendre Odessa de force, ni de conquérir tout le territoire. Ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement à Kiev se réaligne sur Moscou. Et à partir de là, ils peuvent très bien reprendre le contrôle administratif du pays, exiger de nouvelles élections, soutenir des candidats pro-russes, réclamer des procès pour crimes de guerre, pour les néo-nazis responsables du massacre de mai 2014 à Odessa, entre autres. Et petit à petit, ils peuvent ainsi purger l'Ukraine de cette influence néo-nazie, pro-occidentale, et la transformer en un pays allié, un peu comme la Biélorussie, un tampon entre la Russie et l'Occident. C'est justement ce que l'Occident cherche à éviter. Maintenant, où se situe Trump dans tout ça? Je suis d'accord avec Patrick, en surface, tout ça a l'air absolument catastrophique. Mais je regarde aussi les signaux qui viennent de ses alliés et de ses ennemis. Et je constate que les Russes restent plutôt calmes, coopératifs, alors que l'Occident est dans un état d'hystérie totale à propos de Trump. Les Britanniques, les Européens de l'Ouest, ils le détestent. Rien à voir avec leur attitude à vis d'Obama ou Biden. Il y a clairement quelque chose qui a changé. Un courant souterrain qui n'existait pas avant. Je peux me tromper, bien sûr. Certains diront, la réponse la plus simple est souvent la bonne. Mais rappelons un fait peu connu, quand Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, son plus grand soutien, c'était Tony Blair. Il a été le premier chef d'État à lui rendre visite et il le soutenait publiquement. En réalité, Sir Richard Dearlove, à l'époque patron du MI6, a même reconnu que les services britanniques avaient aidé à installer Vladimir Poutine au pouvoir. Et pendant les 2 premières années, tout indiquait que Poutine était totalement sous contrôle occidental. 9 rencontres avec Tony Blair. Une visite d'État au Royaume-Uni, la première pour un dirigeant russe depuis les années 1800. Il a même défilé aux côtés de la reine dans une décapotable. À mes yeux, tout ça relevait de la stratégie. Il fallait que Poutine ou ceux qui l'appuyaient consolident leur pouvoir intérieur avant de montrer leurs vraies intentions. Ce n'est qu'en 2003, quand il a commencé à recadrer les oligarques, le fameux groupe des 7 banquiers, qu'il a imposé ses propres règles, c'est là que l'Occident s'est rendu compte, on s'est fait avoir. Donc je peux pas exclure que dans le cas de Trump, on assiste à une mise en scène comparable. Une grande part de manipulation stratégique, et qu'il faudra encore du temps avant qu'on sache vraiment est-ce qu'il a véritablement rallié l'ordre mondial unipolaire? Ou est-il toujours engagé à ramener les États-Unis vers leur tradition républicaine et à embrasser le processus d'intégration multipolaire? Oui, Patrick, ta réaction là-dessus? Je vais juste commenter rapidement parce que je pense que le facteur britannique est vraiment central ici. Il faut comprendre un certain état d'esprit et je pense que tout le monde ici le comprend bien. À Westminster, on a affaire à une croyance fanatique. Littéralement fanatique, je dirais même évangélique. Une conviction profonde selon laquelle les Britanniques vont battre la Russie. Ils en sont persuadés. C'est leur mantra historique. La Grande-Bretagne est le cerveau, l'Amérique est le muscle. Et cette logique n'a pas tellement changé. Alors ils ont joué un rôle important et ont réussi à faire passer Trump pour un bon gars à travers ce qu'on a appelé l'opération Speedweb. Personnellement, je pense que c'était une opération dirigée par les Britanniques, sans doute avec l'appui des Israéliens, parce que des tactiques très similaires ont été employées dans le cadre de l'attaque israélienne contre l'Iran. Juste avant le lancement, il faut bien comprendre qu'ils pensent que tout repose sur une solution technique, qu'en trouvant le bon angle, la bonne technologie, ils pourront s'adapter, surmonter et finir par triompher. C'est ça, leur mantra, s'adapter et surmonter. Ils ont le SBU, le SBS, le SAS et ils sont convaincus qu'en perturbant, sabotant, déstabilisant et à terme en décapitant l'État russe, ils finiront par gagner. Et peu importe le temps que ça prendra, peu importe combien d'obstacles ils rencontreront, comme l'a dit Alex, ils n'abandonneront pas. C'est une croyance fondamentale, obsessionnelle, et elle se manifeste à chaque étape. Tu veux un exemple? Regarde la revue stratégique britannique sur la défense, publiée récemment. Ils y détaillent l'opération Killweb, leur doctrine complète d'attaque par drone. Et une semaine après cette publication, on voit le lancement de l'opération Speed. C'était utile pour l'OTAN. C'était utile pour Trump aussi. Il pensait que ça lui donnait du levier, que ça renforçait l'image de l'Ukraine, que ça mettait la Russie sur la défensive. Mais en réalité, tout ce que ça a fait, c'est énerver l'ours.
Depuis, la Russie a clairement intensifié ses frappes, ses offensives aériennes, ses percées, comme tu l'as montré plus tôt, Dany. Les Britanniques, eux, restent convaincus qu'ils ont l'avantage technologique, qu'en empilant drones, subterfuges, opérations clandestines, ils finiront par noyer la Russie. Qu'avec le temps, cette stratégie paiera. Mais personnellement, je pense que c'est une illusion. L'État russe est extrêmement résilient. C'est sûrement l'un des plus résistants de la planète, juste derrière les États-Unis, peut être et quelques pays européens. Fort, solide, endurant, comme son économie, comme sa capacité à tenir bon. Et à travers l'histoire, la Russie a prouvé qu'elle était prête à aller jusqu'au bout pour protéger ses intérêts, défendre la mère patrie. Et elle est en train de le démontrer aujourd'hui en Ukraine. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Britanniques vont jeter l'éponge. S'ils sentent qu'ils peuvent encore jouer un rôle, ils continueront. En ce moment, ils gèrent Zelensky par le soft power, par la communication. Ils lui assurent une protection rapprochée. Du personnel britannique l'encadre directement. Il est, pour le dire simplement, géré de très près par les services de renseignement britanniques. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une surprise qu'ils aient envoyé Zaloujny à Londres pour jouer le rôle d'ambassadeur ukrainien. Ils lui ont donné des cours d'élocution, des cours d'anglais, l'ont habillé sur mesure avec un costume Savile Row. Il a publié ses mémoires il y a quelques mois. Et aujourd'hui, il est clairement en train d'être formaté comme une figure politique, un homme de transition qu'on pourrait installer pour remplacer un Zelensky devenu impopulaire et au bout du rouleau. Disons un Zelensky en fin de parcours pour donner l'illusion d'un renouveau, ou au minimum en donner l'apparence. Encore une fois, les Britanniques occupent la position clé dans ce jeu de pouvoir. Ils manipulent la machine politique pendant que les États-Unis se concentrent sur d'autres aspects. On peut voir ça comme une forme de division du travail. Je ne pense pas du tout que les États-Unis soient en opposition avec la Grande-Bretagne, et c'est même leur plus grand avantage. Ça a toujours été la force de l'Empire anglo-américain, cette illusion qu'ils sont distincts, séparés, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Ils peuvent afficher des désaccords, comme l'a rappelé Alex avec le Russiagate, Dear Love, Steele et tous les autres qui ont monté cette opération pour affaiblir Trump. Mais au fond, cette opération a aussi eu un effet disciplinaire. Elle a forcé l'administration Trump à rentrer dans le rang, à collaborer même à contre-cœur avec certaines branches du Deep State. Je suis sûr qu'ils auraient préféré Hillary Clinton, évidemment. Mais pour un second mandat, ils n'étaient sans doute pas convaincus que Kamala Harris puisse incarner quoi que ce soit de crédible. Et il faut dire que Trump avait remporté un raz-de-marée électoral qui était difficile à arrêter. Donc si tu me demandes mon impression, je dirais ceci. Si on laisse la stratégie aux mains du Deep State britannique, ils joueront sur le long terme. Toujours, c'est leur logique. Et il faut bien observer ce qu'ils sont en train de mettre en place. La technologie des drones change la donne. Parce que si l'objectif c'est de décapiter des gouvernements par des moyens qu'on peut qualifier sans détour de terrorisme, un terrorisme à spectre complet, alors il faut s'attendre à une réponse. Une réponse nucléaire préventive si un pays comme la Russie juge que sa survie est menacée. On ne peut pas aller indéfiniment dans cette direction. À un moment donné, la réaction sera brutale, existentielle. Et ils en sont capables. Ils peuvent détruire n'importe quel régime avec du temps et en perfectionnant leur technologie. On parle ici de drones autonomes contrôlés par intelligence artificielle. C'est un tout autre niveau. Alors, ils misent sur la patience de la Russie. Ils parient sur le fait que la Russie gardera la porte ouverte aux négociations, qu'elle continuera d'agir avec une certaine retenue dans l'espoir d'un compromis. Mais cette marge de patience s'amuse chaque jour. Aujourd'hui, la Russie ne laisse plus vraiment cette porte ouverte. L'Iran non plus. Ces pays ne font plus confiance aux États-Unis. Et c'est ça, en réalité, la vraie définition d'un état de guerre. Et pour moi, c'est là que réside l'inquiétude la plus sérieuse. Et bon, je veux vraiment avoir vos réactions à tous les deux avant qu'on continue. Donc, Alex, on commence avec toi. Oui, je ne veux surtout pas minimiser l'influence des, appelons-les comme ça, partenaires juniors des États-Unis. Si l'Empire américain est, disons, le gros enchilada, alors il faut reconnaître que ces partenaires juniors ont leur propre influence. Mais en même temps que ce soit le Royaume-Uni ou l'Union européenne, j'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi le projet ukrainien est en train de s'effondrer. Regarde, par exemple, l'incapacité de l'Union européenne à tenir les promesses qu'elle accepte pourtant avec docilité sous la pression des États-Unis. Et bien sûr, il y a aussi l'instabilité interne de l'Ukraine. Tu as mentionné le retour des États-Unis à leurs racines républicaines. Ce qui est intéressant, c'est que ce pays a été en guerre pendant plus de 90% de son histoire,
Et dès qu'il a eu la puissance nécessaire pour s'étendre au-delà de ses frontières d'origine, il a commencé à s'emparer d'anciennes colonies comme les Philippines par exemple. Mais quand on regarde cette histoire, alors ce qui semble différent ou ce qui pourrait vraiment l'être avec l'administration Trump, c'est qu'on est face à deux dynamiques contradictoires. D'un côté, il y a toute cette pression pour maintenir le conflit en Ukraine, malgré l'effondrement évident de la situation, et de l'autre, un empire qui existe depuis très longtemps, depuis des siècles, et qui a appris à fonctionner d'une manière très particulière, presque mécanique. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta réaction? Et ensuite, Patrick pourra conclure avant qu'on avance. Ah pardon, ton micro est coupé. Voilà, désolé. Tu me pardonnes? Tu peux juste me redire clairement la question? Oui, bien sûr. Juste ta réaction à cette situation où on se retrouve face à une sorte de double lame. D'un côté, les États-Unis empirent depuis des décennies, voire des siècles qui opèrent selon une logique d'expansion et de domination unipolaire. Et de l'autre, le projet ukrainien qui s'effondre, que ce soit du côté de l'Union européenne ou de l'Ukraine elle-même, ce qui génère en soi une énorme pression pour prolonger le conflit, plutôt que de chercher à y mettre fin. Oui. Le fait que les États-Unis soient tombés dans l'Empire pratiquement dès le départ, c'est un vrai mystère, tu vois. Et une partie de ce mystère vient du fait que l'histoire qu'on nous a apprise à l'école est complètement bidon. Je pense que tout remonte toujours aux intérêts financiers liés à la City de Londres. Et en réalité, les États-Unis ont été sous l'influence de ces intérêts pendant la majeure partie de leur histoire. Comme Patrick l'a bien dit, ces deux systèmes sont tellement imbriqués qu'il est difficile d'imaginer pouvoir vraiment trancher ce nœud gordien. Mais à mon avis, le scandale du Russiagate pourrait justement être l'épée qui finira par le trancher, parce que toutes les enquêtes finissent par mener à Londres. Et justement, hier, il y a eu une nouvelle révélation de Frank Schweitzer. Je crois que c'était bien lui qui a affirmé que toute l'affaire a été montée à Londres. Entre les services de renseignement britanniques et le chef de station de la CIA à Londres, à l'époque Gina Haspel, elle y avait été envoyée par John Brennan, qui collaborait étroitement avec Robert Hannigan, le directeur du GCHQ, l'équivalent britannique de la NSA. Je comprends que ce soit difficile d'imaginer que tout ça s'écroule, que la Grande-Bretagne devienne une île neutre qui s'occupe juste de ses affaires, mais tous les empires, dans l'histoire, ont fini par tomber, et l'Empire britannique n'échappera pas à la règle. La Grande-Bretagne a sans doute réussi certaines choses par le passé, parce qu'elle a toujours été en position de force. Même avec une puissance militaire limitée, elle dominait toujours le système financier mondial, et d'ailleurs elle le domine encore aujourd'hui, en partie. Mais ce n'est plus comme dans les années 1990, 1980 ou 1970. Depuis la première administration Trump, les États-Unis ont repris le contrôle du prix du dollar, et de la dette du trésor des mains de Londres, en instaurant le SOFR. Parce qu'avant ça, c'était Londres qui fixait le prix de l'argent avec le LIBOR, le London Interbank Offered Rate. Aujourd'hui, c'est le SOFR, le Secured Overnight Financing Rate, qui sert de référence. C'est pas exactement la même chose, mais une chose est claire. Le prix de la dette est maintenant fixé aux États-Unis. Et cette souveraineté-là, ils l'ont arrachée à Londres. La Grande-Bretagne est aujourd'hui dans une situation économique catastrophique. Et une grande partie de ce qu'on observe du côté britannique est dictée par la panique. Leur armée est quasiment inexistante, leur marine est faible, et leur base industrielle est en train de disparaître sous nos yeux. Et en plus de ça, ils ont un gouvernement qui semble tout faire pour accélérer le déclin du pays. Historiquement, la stratégie britannique a toujours été difficile à cerner pour ses rivaux, Russie, Chine, Inde, etc. Les Britanniques avaient relativement peu de mal à soumettre, coloniser ou infiltrer ces puissances, à prendre le contrôle de leurs institutions. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les Russes, les Chinois, les Iraniens et d'autres puissances régionales comprennent désormais comment fonctionne ce système. Ils ont compris comment ils pouvaient être vulnérables à la diplomatie secrète britannique, aux opérations du MI6, à leurs sous-traitants privés. Et aujourd'hui, on voit clairement une riposte forte, structurée contre tout ça. Et moi, franchement, si je devais parier, je dirais que l'administration Trump a bien identifié le véritable ennemi et qu'ils ont mis la City de Londres dans leur ligne de mire. Mais bien sûr, on peut pas dire ça ouvertement. Londres est l'ennemi. Ce serait comme réarranger les meubles chez un aveugle. On fait pas ça. Donc il faut mener ce combat discrètement, en ruse, en finesse. Patrick, on peut conclure là, dessus. Et vous savez, si vous avez encore un peu de temps, on
peut faire un autre segment. Mais Patrick, Oui, je pense qu'on passe un peu tous à côté de la véritable source du pouvoir impérial britannique à travers l'histoire. Et c'est tout bête. Le climat ici est tellement abominable que ça a poussé la perfide Albion à passer beaucoup de temps enfermé à l'intérieur, à comploter, à élaborer des stratégies pour dépouiller ses adversaires. Voilà, le vrai secret du pouvoir britannique, juste pour que ce soit clair. Non, sérieusement, oui, je suis globalement d'accord avec Alex sur cette grande dynamique historique. Et on n'est plus en 1900, c'est plus le 19e siècle. Même 1945, c'est déjà loin. La Chine est aujourd'hui la superpuissance émergente économiquement, politiquement. Alors oui, on peut dire qu'ils ont misé gros sur le Parti communiste comme socle central, mais on ne peut pas ignorer ce qu'ils ont accompli. Sur les plans technologiques, éducatifs, culturels, c'est impressionnant. On vit aujourd'hui, en 2025, dans un monde totalement différent. Et je ne parle même pas de l'Inde, ni d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui vont sans doute émerger eux aussi comme puissance majeure, sans oublier l'Asie centrale, le Moyen-Orient ou encore l'Afrique. C'est un monde en pleine transformation. Mais le vrai problème, c'est pas simplement de savoir qui détient la puissance économique. La grande obsession, c'est qui va diriger le récit civilisationnel. Et ça englobe la langue, la propriété intellectuelle, la primauté du droit, le droit maritime, les formes de gouvernance démocratique, les institutions fondées sur le consensus. Qui va écrire ces règles? Qui va les faire appliquer? On est peu être à l'aube d'une fracture majeure entre l'Est et l'Ouest, entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global et l'ancien Nord. C'est un moment historique et il ne faut pas le sous-estimer. Et dans ce contexte, les Britanniques, les Américains et certains pays européens vont résister et protester jusqu'à la dernière minute. Et je pense que c'est ça qui explique ce discours guerrier, dur, presque hystérique sur l'Ukraine. Les dirigeants européens n'avaient pas eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'occasion de tenir une position aussi tranchée. Et maintenant qu'ils l'ont, ils s'y accrochent. Et je ne peux pas imaginer ce que ça fait d'avoir ce type de pouvoir, d'être en position de guerre, même dans un petit pays européen. Mais ce pouvoir symbolique, cette posture, c'est quelque chose de fort. On ne peut pas le balayer. Regarde Frederiksen au tout début de son mandat, c'était presque inquiétant à observer. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche là. Mais c'est exactement ça. Il n'avait jamais eu ce type de pouvoir. Et maintenant, il le goûte. Et ce réflexe profond existe bel et bien. Et c'est ce qu'on voit en Scandinavie. Les Suédois ont complètement perdu pied. Les Finlandais aussi. Je pense que c'est lié à l'idée de défense collective, à la puissance dissuasive de l'OTAN, avec les États-Unis en soutien. Et c'est là qu'est la grande différence. On entre dans des eaux politiques très agitées parce que l'ordre mondial est en pleine mutation. Et ce changement va être extrêmement chaotique et aussi très confus. On sent un décalage de plus en plus net entre le discours politique et ce que les gens pensent réellement sur le terrain. Et ce fossé se creuse tout comme l'écart de richesse. On est sans doute à l'aube de bouleversements majeurs dans les années qui viennent. oui, non. C'est une situation explosive. Messieurs, est-ce que vous avez encore un peu de temps? En général, j'essaie de couvrir l'Asie de l'Ouest. Et là, il y a énormément à dire. Est-ce que vous pouvez encore m'accorder 20 minutes? Ça vous va? Je peux rester 10 minutes, je pense. Parfait, essayons. Patrick, si tu dois partir après, pas de souci. Et Alex, si tu peux rester pour conclure, ce serait idéal. Très bien, parce que je tenais vraiment à aborder ce sujet. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler jusqu'ici. Le Yémen vient d'annoncer une escalade majeure dans ses opérations en mer Rouge. Ansar al-Hadi entrait dans la phase 4 de son blocus maritime. Ce que ça signifie, c'est qu'ils vont désormais cibler tout navire, quelle que soit son origine, sa destination ou sa nationalité, s'il utilise un port israélien. En gros, tout ce qu'ils peuvent atteindre, ils vont le frapper. Alors, pourquoi le Yémen agit-il ainsi? Pourquoi Ansar Allah prend-il cette position radicale? On sait qu'il tire quasiment tous les 2 jours vers Israël, y compris maintenant des missiles balistiques et hypersoniques visant Tel Aviv et les zones autour. Et ici, le pourquoi est fondamental. Et Alex, je voudrais commencer avec toi. Parce qu'à Gaza, la situation est aujourd'hui absolument catastrophique. Ce que fait Israël avec le soutien clair des États-Unis provoque une crise humanitaire d'une ampleur extrême. L'ONU confirme désormais qu'il y a famine généralisée à Gaza. Et cette information est maintenant relayée jusque dans les médias grand public occidentaux. Les indicateurs sont nombreux. Et des gens meurent uniquement à cause de cette famine. Sans même parler des morts
causée par les frappes continues d'Israël, frappes soutenues, armées et financées par Washington. Et là, on parle de chiffres terrifiants, y compris d'enfants. Le New York Times commence seulement maintenant à admettre que cette guerre est injustifiable alors qu'elle dure depuis octobre 2023. Et rappelons que le Yémen a déclaré son blocus dès novembre 2023. Donc, Alex, j'aimerais vraiment avoir ton analyse, parce qu'il y a ici un contraste frappant. D'un côté, une réaction lente, presque paralysée, des États-Unis et des grands médias occidentaux face à ce drame. Et de l'autre, une opération yéménite, continue, déterminée, que Ansar Allah qualifie maintenant de front permanent contre ce que beaucoup n'hésitent plus à appeler un génocide à Gaza. Alors, comment tu vois ça? Quelle est ton analyse, ton ressenti face à ce qui se passe sous nos yeux? Yeah, even Keir Starmer has now come around. Oui, même Keir Starmer a fini par exprimer son inquiétude pour le sort des Palestiniens à Gaza. Les Yéménites, eux, ont été très clairs sur ce qu'ils exigent. Ils veulent que les bombardements israéliens cessent immédiatement. Et ils réclament la reprise complète de l'aide humanitaire, de l'eau, de la nourriture, des médicaments, de l'électricité, tout ce qui est vital pour la population de Gaza. Et ils l'ont dit sans détour, on arrêtera de tirer des roquettes sur Israël quand Israël arrêtera de bombarder les habitants de Gaza et quand ils laisseront passer l'aide humanitaire. Il n'y a rien à décoder. C'est limpide. Et à mes yeux, les Yéménites d'Ansar Allah sont très clairement le seul groupe dans le monde entier qui agit réellement et concrètement dans ce conflit du bon côté de l'histoire. Et pour les bonnes raisons, ce qui, quelque part, les place dans la position des Jedi dans cette guerre entre l'Empire et le reste de l'humanité. Oui. Patrick, je sais que tu suis cette situation de près, pas seulement du côté du Yémen, mais surtout du côté de Gaza. Alors, quelle est ta réaction? Eh bien, commençons par le Yémen. Si on regarde la trajectoire d'Ansar Allah, que l'Occident appelle les Houthis, et si on observe comment leurs capacités militaires ont évolué depuis que les États-Unis ont lancé leur guerre par procuration via l'Arabie Saoudite et les Émirats contre le Yémen en mars 2015, sous le second mandat d'Obama, ce qu'ils ont développé en 10 ans, c'est phénoménal. Donc, si voilà où en est le Yémen en 2025, imagine un peu ce qu'ils seront capables de faire en 2030. On parle d'un véritable État nationaliste arabe situé au cœur de la péninsule arabique, avec une capacité de dissuasion crédible et parfaitement capable de frapper Israël ou les bases américaines au Moyen-Orient. Un peu à la manière de l'Iran. Alors oui, peut-être qu'ils n'ont pas encore les missiles ou le programme spatial de l'Iran, mais je ne miserai jamais contre les Yéménites, parce que leurs capacités militaires sont précises, taillées sur mesure et développées avec une intention stratégique claire. Et surtout, ils ont un rôle unique dans la région. Ils sont sortis de l'ombre, ils ont pris l'initiative et ils sont parvenus à imposer des sanctions concrètes à Israël, des sanctions qu'ils font appliquer par la force. C'est ce que personne d'autre dans le monde arabe ou même ailleurs ne fait ni ne peut faire, à vrai dire. Le port d'Eila, par exemple, n'est plus opérationnel et c'est uniquement à cause des Yéménites. Et s'il y a un projet comme le canal Ben Gourion, un projet qui serait construit en exterminant la population palestinienne de Gaza ou de Cisjordanie, alors je pense que le Yémen aura son mot à dire. Et il est sûrement en position de dissuader la mise en œuvre d'un tel projet. C'est une donnée à ne pas sous-estimer. Et franchement, je ne suis pas certain que les gens aux États-Unis ou en Europe prennent tout cela au sérieux. Je ne crois pas qu'ils aient encore compris ce que ça signifie vraiment. Oui. Et tu sais, Alex, certains pensent qu'Israël nourrit des ambitions impériales. Bien sûr, on sait qu'ils ont des ambitions expansionnistes. Et certains disent même qu'Israël est déjà en train d'agir comme un empire, voire est un empire. Mais en même temps, cet empire semble vraiment surextendu. Et je pense que le cas du Yémen le met en évidence. Et bien sûr, le fait qu'Israël ait complètement dévasté Gaza et crée une situation cauchemardesque pour les Palestiniens, eh bien, cette situation a eu un effet assez fort sur la perception d'Israël dans le monde entier. Donc, quelle est ton évaluation de tout cela? Oh, pardon, tu es en sourdine. Je pense qu'Israël arrive au bout du chemin.
il y a chez certains de ces dirigeants de vrais délires de grandeur. Ils s'imaginent bâtir un empire, instaurer un grand Israël, annexer des territoires de Jordanie, de Syrie, de Turquie, d'Égypte ou même d'Irak. Mais la réalité, c'est que Israël a toujours été un projet colonial de peuplement mis en place par l'Empire britannique pour que les intérêts financiers britanniques puissent contrôler cette région du Moyen-Orient. Pas seulement pour son pétrole, mais parce que depuis 2500 ans, c'est l'un des points les plus stratégiques de la planète. C'est un véritable carrefour nord-sud et ouest. Et une grande partie du commerce mondial transite encore par là. Ce qui signifie que celui qui contrôle cette zone détient un levier immense sur l'Asie, l'Asie du Sud-Ouest, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est. Mais aujourd'hui, Israël est à bout. Son économie est en ruine. Son armée s'effondre. Et la société dans son ensemble devient de plus en plus dysfonctionnelle. Penser qu'on pourrait bâtir un empire sur une base aussi fragile, c'est absurde. Israël est en train de se désindustrialiser. Il dépend entièrement des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest pour les financements, les armes, les munitions, l'équipement. Bref, c'est une illusion totale. Ça n'arrivera pas. Et tu sais, Henry Kissinger avait dit en 2012 qu'Israël n'existerait plus 10 ans plus tard. Bon, il s'est trompé sur le calendrier, mais sur le fond, il avait sûrement vu juste. Oui. Et Patrick a dû partir, mais Alex, si tu veux bien rester encore un peu avec moi, parce que je veux vraiment accorder un peu de temps à ce point. Absolument. Oui, parce que quand on observe la situation, Alex, je l'ai déjà dit plus tôt, mais je veux y revenir, parce que ça m'a vraiment marqué, comment la guerre d'Israël est devenue profondément injuste. Pendant que le peuple yéménite agit concrètement, pendant que l'Iran continue à soutenir les Palestiniens à la fois diplomatiquement, mais aussi en appuyant la résistance sur le terrain, eh bien, tout ça, ça dure depuis longtemps. Beaucoup de gens savent que le New York Times, en réalité, relaie souvent des opinions maquillées en reportage. Et je trouve ça franchement ironique. Ce qu'ils disent maintenant, c'est que la cause d'Israël était juste, mais que la famine infligée aux Palestiniens change la donne. Parce que même si on pense avoir une cause juste, même face à un ennemi brutal, cruel, responsable de milliers de morts, on reste tenu à certaines limites, ce qui signifie par exemple on ne transforme pas la nourriture en arme de guerre. Et donc, Alex, j'aimerais avoir ta réaction là-dessus, parce que pendant ce temps, Israël dit vouloir poursuivre ses opérations en Syrie. Il prépare une offensive massive contre le Yémen, et ils affirment qu'ils continueront la guerre à Gaza jusqu'au bout, jusqu'au génocide, jusqu'à une solution finale. Et tout ça, franchement, ça ressemble à une fuite en avant, comme si l'Occident collectif, dirigé par les États-Unis, tentait désespérément de camoufler une situation qui, à long terme, paraît complètement intenable. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est absolument horrible. Et tellement insupportable que même chez les soutiens les plus fanatiques d'Israël, on commence à voir poindre une prise de conscience. Ils ne pourront pas passer ça sous silence. Ils ont l'habitude de le faire, bien sûr. Ils effacent l'histoire, ils manipulent le récit et comptent pouvoir continuer à le faire à l'avenir. Mais là, ce qui se passe à Gaza est devenu trop évident. C'est sous les yeux du monde entier, tous les jours. On le voit en images, en vidéo. On connaît les estimations des pertes humaines qui vont de 60 000 morts confirmés à plus de 400 000 victimes, ce qui représente plus de 20% de toute la population de Gaza. Et donc, oui, ils commencent à réaliser qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Présenter la guerre menée par Israël comme un combat juste, on peut défendre ça que si on accepte l'idée qu'Israël a été créé comme une patrie pour les Juifs, qui fuyait les persécutions, les pogroms, l'Holocauste, et qui, oui, méritait un foyer. Si tu acceptes cette prémisse, tu pourrais dire, bon d'accord, cela rend peu être leur combat juste, c'est un pari, mais tu pourrais avancer cet argument, sauf que ce n'est pas vrai. C'est le récit qu'on nous vend depuis des générations, mais Israël, depuis sa conception bien avant 1948, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a été pensé comme un projet colonial de peuplement promu par les intérêts impériaux britanniques. Et tout ça commence avec la déclaration Balfour. Mais qu'est-ce que la déclaration Balfour ? C'est juste une lettre du ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, adressée à un banquier britannique, Lord Walter Rothschild. En quoi ça rendrait le projet légitime ? Pourtant, tout le monde fait semblant que ça le rend légitime. Et Lord Rothschild était le père de Nathan Rothschild, meilleur ami de Balfour, qui passait ses journées au ministère. C'était pratiquement une manœuvre cynique
orchestré entre amis. Tous deux, Nathan Rothschild et Arthur Balfour, faisaient partie du Round Table d'Alfred Milner. Ce groupe avait d'ailleurs déclaré publiquement que l'Empire britannique ne pourrait pas rester une puissance maritime sans semer la région, ce qui signifie la Palestine, avec une population, je cite, particulièrement patriotique. Peut être que c'est pas la citation exacte, mais c'était ça, l'esprit. Semer une race très patriotique. Ces deux mots, race patriotique, figurent dans une déclaration faite au Manchester Guardian en 1906 ou à peu près. Donc tout cela a été longuement planifié. Et les impérialistes britanniques savaient que pour que le projet fonctionne, il fallait le soutien des États-Unis. C'était crucial. Alors, ils ont préparé le terrain. Les Rothschild ont même commandé la rédaction de la Bible Scofield. Et plus tard, Hollywood est arrivé avec Exodus, le film. Et donc, il y a eu une préparation très très complète, étendue de, vous savez, de l'état d'esprit occidental pour créer Israël comme un fait culturel, ce récit selon lequel Israël était une patrie pour les Juifs. Comme on le sait maintenant, les Juifs sont plus en sécurité ailleurs qu'en Israël. Ils sont les moins en sécurité en Israël. Et les Juifs sont en réalité les plus en sécurité en Iran, où ils ont, vous savez, la deuxième plus grande communauté juive du Moyen-Orient, et ils y vivent sans être dérangés depuis plus de 2000 ans. Donc tout ça est un mensonge, comme tout ce qui concerne l'Empire. Tout ce qui concerne l'Empire est un mensonge à un certain niveau ou à plusieurs niveaux. Et c'est pareil pour Israël. Et je pense qu'au final, tout ça s'effondrera sous le poids de sa propre incohérence. Et je pense qu'on assiste à ça. Sauf que ça arrive de façon tragique, au point que je crois que l'Occident restera debout, les mains tachées de sang, et que ce sang ne pourra pas être lavé. Je ne pense pas qu'ils pourront faire semblant qu'il y a eu une famine de la pomme de terre ou un genre de, je sais pas, famine artificielle, peu importe ce qu'ils inventeront après coup. Voilà comment l'Empire fait ses affaires. Je vais terminer avec ce dernier chiffre sur une période d'environ 127 ans entre 1756 et je crois dans les années 1880 ou 1900. Il y a eu 33 famines majeures en Inde, enregistrées un mot qu'une depuis l'indépendance de l'Inde, depuis 1947. Aucune. Donc, ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas le climat, c'est pas l'incapacité des Indiens à produire de la nourriture. C'était quelque chose à voir avec la domination britannique. Et avant que les Britanniques n'arrivent en Inde en 1756, durant les 2000 ans précédents, on a enregistré 6 famines. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose de spécial à propos de ce même système de gouvernance qui se bat maintenant pour son hégémonie au Moyen-Orient, en essayant de préserver Israël. In the Middle East, by trying to preserve Israel. Yeah, and we've seen US contractors fire. Oui. Et vous savez, on a vu des contractants américains tirer sur des Palestiniens à Gaza, tuer des Palestiniens. On a vu, bien sûr, les forces israéliennes faire ça en permanence. Et maintenant, c'est tellement cynique que cette crise alimentaire qui atteint un point culminant à Gaza devient quasiment un code pour restaurer une sorte de moralité en Occident qui a été complètement et totalement détruite, si tant est qu'elle ait jamais existé homme dans cette situation. Alors, tu sais Alex, tes dernières réflexions sur tout ça, Israël bien sûr, c'est le jeu final pour Israël et les États-Unis derrière, c'est l'Iran. Et ils regardent toujours l'Iran. Ils voient Ansar-Allah comme une extension de l'Iran. Tu sais, je t'ai pas eu pendant la guerre de 12 jours, ce qu'on appelle la guerre de 12 jours, mais ça semble être le jeu final, une guerre plus grande avec l'Iran. Et Ansar-Allah, avec tout son héroïsme et son courage, est une force, on dirait une force inarrêtable sur le chemin pour faire tomber tous les dominos et arriver à ça. Alors tes pensées sur ce jeu final global ici? Well, one thing that the 12-day war has shown. Eh bien, une chose que la guerre de 12 jours a montré, c'est que Israël ne peut pas vaincre l'Iran et que l'inverse est vrai. L'Iran peut vaincre Israël. Je veux dire, tu sais, Israël ne peut pas vaincre l'Iran sans utiliser d'armes nucléaires.
Et je pense même que, même s'ils utilisent des armes nucléaires, l'Iran pourrait tenir assez longtemps pour vaincre Israël quand même. Donc il y a aucun, tu sais, il y a aucun avenir pour Israël. Je veux dire, tu sais, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont un attachement sentimental à l'idée même d'Israël, mais il n'a aucun avenir. C'est un projet colonial de peuplement et en tant que tel, il a atteint la fin de la route. Autre chose que je voulais mentionner à propos de la guerre de 12 jours, c'est que, tu sais, elle a été précédée par l'attaque américaine contre l'Iran. Et c'est exactement un de ces épisodes dans l'histoire qui me font hésiter à juger l'administration Trump, parce que le bombardement des États-Unis contre l'Iran a été tellement colossalement idiot que je ne pouvais pas croire qu'il ferait vraiment. Alors, tu sais, j'ai fait une prédiction dans plusieurs podcasts auxquels j'ai participé. J'ai dit que soit l'attaque n'aurait pas lieu du tout, soit si elle avait lieu, ça serait un genre d'événement chorégraphié, annoncé à l'avance, où, tu sais, Trump allait faire en sorte que les États-Unis, tu sais, fassent un grand spectacle en bombardant l'Iran, mais ce serait en fait comme un combat arrangé, un type de combat WF, où le combat n'est pas réel, c'est pour la galerie. Et la façon dont on saura que c'est ça, c'est parce que la réponse de l'Iran sera un événement chorégraphié, annoncé à l'avance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, tu sais, je sais pas comment prédire ce qui va se passer parce que je sais que Trump fait face à une pression énorme pour aller en guerre contre l'Iran venant, tu sais, des sionistes chrétiens et des pardons des sionistes juifs et des évangéliques chrétiens qui forment un très puissant bloc électoral aux États-Unis, mais j'ai aussi l'impression très forte que Trump veut éviter ça à tout prix. Et tu sais, il faut se rappeler que l'objectif de la guerre contre l'Iran n'est pas juste de faire la guerre à l'Iran. L'objectif, c'est de changer de régime en Iran, n'est-ce pas? Et tu sais, ça n'est jamais arrivé. Et Trump a été clair qu'il veut pas de changement de régime en Iran. Et ces déclarations bombastiques disant qu'ils ont anéanti le programme nucléaire iranien, et il insiste vraiment sur ce terme, c'est parce que le programme nucléaire iranien a été la justification et le prétexte pour attaquer l'Iran en premier lieu. Donc, si il a orchestré ce raid aérien annoncé à l'avance, puis c'est monté sur ses grands chevaux en disant nous avons tout anéanti, ce qu'il a fait, c'est enlever le prétexte. Et maintenant, il met tout l'Empire occidental dans une position très embarrassante parce que, tu sais, nous sommes censés défendre la liberté, la démocratie et les droits humains, alors on ne peut pas simplement changer les régimes. Il faut une justification acceptable. Et donc, si cette justification a été anéantie, alors tu sais, comment justifier un retour en guerre contre l'Iran? Alors, je n'ose pas prédire ce qui va se passer ensuite. Tu sais, est-ce que Trump va être forcé de faire la guerre à l'Iran à nouveau? Eh bien, ça pourrait arriver si Benjamin Netanyahou, si son gouvernement tombe, et qu'ensuite, quelqu'un d'autre arrive au pouvoir, comme un Smotrich ou un Ben Gvir. Quelqu'un de fanatique comme ça. Beaucoup de choses vont arriver. Tu sais, la guerre civile qui couve en Syrie complique énormément les choses. Les efforts pour déstabiliser l'Égypte et provoquer une guerre civile en Égypte vont encore compliquer la situation. Alors, je pense que c'est extrêmement difficile de prédire ce qui va arriver au Moyen-Orient, ce qui va arriver à Israël, au gouvernement de Benjamin Netanyahou. La Jordanie, le gouvernement jordanien pourrait ne pas tenir pour longtemps. L'Égypte pourrait, tu sais, basculer dans une guerre civile, mais peut être, tu sais, que le général Sisi décidera que faire la guerre à Israël est un mal moindre plutôt que de laisser une guerre civile éclater en Égypte. Alors, on verra ce qui arrive. Mais c'est une situation très compliquée, c'est très douloureux.
Et malheureusement, je pense que le peuple palestinien va prendre le gros de cette douleur. Unfortunately, I think that the Palestinian people are going to take the brunt of the pain. Oui, oui, comme ils le sont déjà. Et c'est pourquoi, on doit le souligner ici dans ce programme autant qu'on peut. Comme tu disais, tu sais, on ne peut pas prédire quoi que ce soit, mais une chose dont on peut être sûr, c'est si les États-Unis ont des difficultés à maintenir une campagne aérienne contre le Yémen, les difficultés avec l'Iran seront encore bien plus significatives. Et un gros danger pour une administration américaine, pour une présidence, c'est de s'engager dans une guerre chaude, surtout une guerre qu'on ne peut pas gagner et qui va détruire toute l'économie mondiale, ce qui est exactement ce qui se passera si ça arrive. Alors, Trump a de très bonnes raisons de éloigner autant que possible la perspective d'une guerre totale. Mais Alex, c'était un super échange aujourd'hui. Je veux inviter tout le monde à regarder la description de la vidéo pour voir où ils peuvent soutenir Alex et Patrick, qui étaient là plus tôt. Vous pouvez suivre leur Substack dans la description en bas, ainsi que tous les endroits où vous pouvez soutenir cette chaîne. Je veux remercier tout le monde qui a fait des super chats. Merci beaucoup. Vous pouvez aller voir la description pour Patreon, Substack et plein d'autres endroits. Suivez absolument les Substacks d'Alex et Patrick. Alors, quelque chose à ajouter avant qu'on termine ici, Alex? Je veux juste encourager tout le monde à prendre la parole, à étudier, à communiquer, à refuser d'être intimidé, parce que nous, en parlant, en comprenant ce qui se passe réellement, c'est probablement notre meilleure chance pour préserver et défendre la paix dans le monde. C'est pour éviter que la Troisième Guerre mondiale n'éclate. Et je pense qu'on est dans une assez bonne position parce que nous sommes la première génération à avoir toute cette technologie, la capacité de se connecter et diffuser ces conversations en temps réel. Et donc, on peut éviter la marche vers la Troisième Guerre mondiale, ce que les générations précédentes n'ont pas pu faire. Mais il faut qu'on parle. C'est ce qu'on doit faire. Et je pense que ça pourrait faire une énorme différence dans la façon dont l'histoire va se dérouler à partir de maintenant. Oui. Et tu sais, je pense qu'on a eu un super échange de nos points de vue aujourd'hui, tout le monde. Alors, cliquez sur le bouton j'aime. En partant, ça va aider à booster cette conversation et booster ce message aussi loin et aussi large possible dans l'algorithme. Sans plus tarder, tout le monde, prenez soin de vous. C'est le dernier live du mois. Je serai de retour début août. Je vous dirai qui sera avec moi. D'ici là, jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Merci encore, Alex. On se quitte ensemble. Merci à toi, Danny. Oui. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tout le monde. Super chat. Merci à tous les spectateurs. Au revoir.